Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, invité du jour, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres des institutions partenaires au développement, chers collègues de la communication et des médias, l'objectif des rendez-vous est sans faux fuyant de dire ce que sont les défis, les difficultés, les contraintes à lever de part et d'autre pour une action gouvernementale toujours plus efficiente. Et pour parler de défis, y a-t-il un secteur où on en a plus que dans celui de la santé? Une simple question. Je laisse à chacun le soin d'y répondre. Cependant, une certitude pour nous tous ici, celle qu'il n'y a pas de développement socio-économique sans une population en bonne santé. Sans un accès des hommes, des femmes et des enfants à des infrastructures et à des soins de santé appropriés, sans un personnel qualifié, engagé et motivé. Un vaste chantier donc que celui de la santé. D'où le thème « Les grands chantiers de la santé » que Monsieur le ministre discutera avec les journalistes. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Sur ce, je voudrais vous laisser sur vos nombreux chantiers avec les journalistes. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les principaux acquis du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistrés au cours de la période allant de 2011 à 2019. Ainsi, notre présentation va s'articuler autour des 4 points suivants: les missions du ministère de la Santé et les objectifs du Plan national de développement sanitaire, les réalisations majeures de 2011 à 2019, les défis et les perspectives du secteur de la santé. La mission principale du ministère de la Santé est d'élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des politiques en matière de santé et d'hygiène publique, avec 3 objectifs conformément au Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Il s'agit de renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la malnutrition. Il s'agit de promouvoir l'hygiène publique et enfin, il s'agit de prévenir les maladies à potentiel épidémique. La mise en œuvre de ce plan a été possible grâce au leadership de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, sous la conduite de son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les réalisations majeures se présentent selon plusieurs axes, à savoir le pilotage du secteur, l'accès aux services de santé, les produits pharmaceutiques, les ressources humaines et les prestations. Au niveau du pilotage, d'importantes réformes ont été réalisées. Nous pouvons citer notamment la réforme du secteur pharmaceutique, la réforme hospitalière, la réforme de la couverture maladie universelle, la réforme des districts et régions sanitaires et les lois adoptées. Ainsi, la réforme pharmaceutique est marquée par le changement de statut de la pharmacie de la santé publique qui passe d'un établissement public national à une association sans but lucratif pour la rendre plus performante. La création du COTRAMED, qui est une structure multisectorielle de lutte contre les faux médicaments. Le COTRAMED compte en son sein tous les acteurs de la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et ou falsifiés. Nous pouvons citer par exemple le ministère de la Sécurité intérieure, la création de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Quant à la réforme hospitalière, elle est caractérisée par le changement du statut des structures de soins en établissement public hospitalier pour augmenter leur performance. Ceci répond certes à un souci de performance, mais également à l'inadéquation de leur statut et de leur activité hospitalière. Concernant la réforme des districts et régions sanitaires, les districts sanitaires couvrent aujourd'hui les aires des départements administratifs pour plus d'efficacité. Il s'est agi également de leur opérationnalisation. Dans ce sens,
un renforcement de leurs capacités organisationnelles et opérationnelles est mis en œuvre. Des lois ont été adoptées, notamment celle portant loi d'orientation en santé publique, qui est la première loi d'orientation en santé publique de la Côte d'Ivoire depuis notre indépendance. La loi anti-tabac, afin de protéger tous les citoyens ivoiriens des méfaits du tabac. Et la loi sur la réforme hospitalière. En ce qui concerne le financement de la santé, la réforme majeure est la couverture maladie universelle, où le ministère de la Santé assure l'offre des soins et a mis en place des référentiels, à savoir la nomenclature des actes médicaux, la liste des médicaments, la liste des établissements de santé, la liste des professionnels de santé et la liste des affections ou pathologies. À cela s'ajoute une réelle appropriation du ministère de la Santé dans la coordination de la réponse nationale dans la lutte contre le VIH, avec un leadership affirmé. En effet, depuis plusieurs mois, la réponse est coordonnée par la partie nationale à travers les directions régionales de la santé et les résultats en matière de sida s'améliorent significativement. Enfin, l'installation de l'inspection générale dans de nouveaux locaux pour une meilleure redevabilité dans le système sanitaire. Au titre du financement de la santé, de 2011 à 2018, le budget de l'État consacré à la santé est passé de 105 milliards à 415 milliards de francs CFA, soit une hausse de 200%, montrant ainsi les efforts du gouvernement en matière de santé. Au plan de la mobilisation des ressources extérieures, l'organisation du premier dialogue national sur le financement de la santé a eu lieu en avril 2019 avec pour objectif d'élaborer un dossier national d'investissement pour mobiliser les ressources pour la santé. Au terme de ce dialogue national sur le financement de la santé, le budget du dossier national d'investissement est estimé à 1 658 milliards de francs CFA pour couvrir la période 2020-2024 avec plusieurs sources de financement. Le Fonds mondial, la Banque mondiale, Gavi, la BAD, la Banque islamique de développement et également toutes les collaborations bilatérales. L'accès aux services de santé demeure une des préoccupations majeures du gouvernement qui a fait de nombreux efforts. Ainsi, 317 établissements sanitaires de premier contact ont été réhabilités et 86 autres sont en cours de réhabilitation. De même, le gouvernement a construit 271 établissements sanitaires de premier contact. Au niveau secondaire, 45 hôpitaux généraux et 11 centres hospitaliers régionaux ont été réhabilités. L'ouverture de l'hôpital général de Gagnoa et l'amélioration de l'hôpital général d'Adjamé. Nous notons aussi la construction de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro et de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo dans le département de Tiassel. Toujours dans le souci d'augmenter l'offre de soins, 4 hôpitaux généraux et 8 centres hospitaliers régionaux sont en cours de construction ou verront leur construction bientôt démarrer. Concernant le niveau tertiaire, 3 centres hospitaliers universitaires ont été partiellement réhabilités. Il s'agit du centre hospitalier universitaire de Boaké, de Cocody et de Trècheville. Il s'agit de la mise aux normes de 11 salles d'opération, de la réhabilitation des urgences et 3 ascenseurs du CHU de Cocody, de la réhabilitation des services des urgences, de la clinique médicale, de la chirurgie et du laboratoire du CHU de Trècheville. L'amélioration de l'accès aux services de santé au niveau tertiaire s'est traduite par la construction des établissements sanitaires suivants, le CHU d'Angré, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara et l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. L'Institut de cardiologie de Boaké est en cours de construction. Des images qui montrent les établissements sanitaires et réhabilités comme l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Aboboga et le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara qui participent ainsi à une meilleure prise en charge de nos malades. D'ailleurs, le Centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara vient de signer un partenariat avec le ministère de la Santé du Bénin
pour recevoir des malades qui seront évacués du Bénin. Autre réalisation majeure en termes de construction, c'est par exemple l'extension des antennes et centres de certains établissements du niveau tertiaire pour rapprocher les prestations des populations de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la construction de 2 antennes SAMU, de 8 centres de transfusion sanguine, de 9 antennes de transfusion sanguine, de 4 antennes régionales de l'Institut national d'hygiène publique et de l'Institut de cardiologie de Bouaké. À ces réalisations déjà énoncées et pour renforcer davantage l'accès des populations aux services de santé, nous pouvons citer le dépôt central des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination qui a été construit à Bouaké et les 22 cliniques mobiles acquises pour les soins de proximité. D'autres réalisations en termes d'acquisition portent sur du matériel roulant, notamment des ambulances de transport, des ambulances médicalisées et aussi des véhicules de supervision. Les réalisations majeures portent également sur les produits pharmaceutiques et intrants stratégiques. Il s'agit de la disponibilité de plus de 90% de tous les produits de santé dans les magasins de la nouvelle PSP. Il s'agit du renforcement des capacités des services de pharmacie des districts sanitaires. Il s'agit de la rénovation de 23 pharmacies des districts et de la dotation de 75 véhicules affectés à la distribution des médicaments au dernier kilomètre. Tous ces efforts ont un seul but, celui de rendre le médicament de qualité disponible auprès des bénéficiaires finaux, à savoir la population. Au sujet des ressources humaines, des efforts soutenus de réduction du déficit en ressources humaines de santé se sont accrus, avec le recrutement de près de 20 000 agents de santé de 2014 à 2019, avec une moyenne de plus de 3 000 nouveaux agents par an. Par exemple, en 2019 seulement, il va être recruté 2 740 infirmiers et sages-femmes, 320 médecins, 1 100 infirmiers et 760 sages-femmes. Cela se traduit par une amélioration des ratios population par prestataires de soins par rapport aux standards internationaux. Par exemple, pour les médecins, nous sommes passés de 1 médecin pour 6 830 habitants en 2010 à 1 médecin pour 4 860 habitants en 2018. Le standard de l'OMS étant de 1 médecin pour 10 000 habitants. Dans le domaine du VIH, l'atteinte des 3,90 à l'horizon 2020 est bien amorcée avec les efforts de tous les acteurs de la réponse nationale. Aussi, on observe une baisse de 30% en 10 ans des nouvelles infections à VIH, passant de 25 000 en 2009 à 17 000 en 2018, et un renforcement de la mise sous traitement ARV des PV-VIH avec le nombre accru de personnes sous ARV passant de 84 220 en 2010 à 252 127 en 2018. Dans la lutte contre la tuberculose, en 2018, 21 300 patients tuberculeux ont été dépistés et pris en charge, dont 155 dans les 34 prisons. L'augmentation du nombre de PV-VIH ayant bénéficié d'une recherche active de la tuberculose qui est passée de 34% en 2015 à 75% en 2018. En matière de lutte contre le paludisme, la prévalence hospitalière du paludisme a chuté de 17 points en 4 ans. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 3% en 2010 à 60% en 2018. Dans la lutte contre l'insuffisance rénale, la Côte d'Ivoire dispose de 8 centres pour le traitement de 700 patients chroniques par mois et il est prévu la construction ou l'ouverture d'une dizaine de centres à partir de 2020, car le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale fonctionne à présent de façon autonome. Dans la lutte contre la malnutrition, les retards de croissance des enfants qui caractérisent ce tableau est passé de 30% en 2012 à 22% en 2016. Ainsi, 98% des enfants de 6 à 59 mois ont reçu une supplémentation en vitamine A lors des campagnes de masse. En ce qui concerne la lutte contre le cancer du sein et de l'utérus, la gratuité des 4 médicaments les plus chers pour
pour le traitement des patients est effective. L'ouverture du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie contribue à améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer. En matière de vaccination, les efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'être déclarée pays libre depuis novembre 2015 du poliovirus sauvage. Afin de renforcer la vaccination, le gouvernement a rendu la vaccination obligatoire et gratuite pour les 0-11 mois et pour les femmes enceintes, et également la communication sur la vaccination gratuite dans les médias d'État vient d'être décidée. Les stratégies vaccinales fixes et avancées dans les districts sanitaires qui ont permis de vacciner les enfants et les femmes enceintes ayant abouti à des meilleures couvertures vaccinales, à savoir pour le pentavalent une couverture de 94% et pour la rougeole-rubéole une couverture de 90%. Comme autre réalisation majeure au niveau des prestations, la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui se caractérise par leur mise sous surveillance et sous contrôle par les équipes des districts sanitaires, la distribution de masques de l'ivermectine couplée à l'albendazole contre la filariose lymphatique, les joelminthiases et l'onchocercose dans 80 districts sanitaires ciblés. Cette lutte contre les maladies tropicales négligées est caractérisée par l'obtention d'un excellent résultat, à savoir l'éradication du ver de Guinée de la Côte d'Ivoire en 2014, certifiée par l'Organisation mondiale de la santé. Les prestations sont marquées également par la lutte contre les urgences épidémiques, avec la mise en place d'un centre des opérations d'urgence en santé publique fonctionnel, ce qui a permis la déclaration et la riposte face à 2 épidémies, la dengue dans la commune de Cocody avec 2 décès et la fièvre jaune avec 1 décès. La stratégie Une seule santé est une approche multisectorielle qui est opérationnelle en Côte d'Ivoire, surtout pour faire face aux urgences épidémiques. Quant au cas particulier de la maladie survenue à Yéri-Tiré, un diagnostic a été posé. Il s'agit d'une avitaminose B1 et la riposte a été menée avec la prise en charge gratuite et effective des cas dans les structures de soins de la région. À ce jour, nos services ont reçu plus de 300 malades qui sont sous traitement de thiamine avec une évolution favorable. Au niveau du secteur de la santé, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la garantie de la disponibilité des produits sanguins, l'amélioration de la qualité des soins dans les services de santé, l'assurance de la maintenance des équipements médicaux, la poursuite des actions de construction, de réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle demeurent des défis à relever en termes de perspectives pour renforcer l'offre de soins à la population. Au niveau tertiaire, il est envisagé de construire un CHU à Boboga, de construire et équiper un institut national de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam. Il est aussi nécessaire de poursuivre et achever les travaux de construction des agences régionales de la nouvelle PSP. Après Boaké, il y a la mobilisation des ressources pour d'autres agences à Bangourou, à Gagnoa et à Korogo, afin de rapprocher les médicaments des populations et construire 2 centres de radiologie et de radiothérapie, respectivement à Boaké et Dalwa. Au niveau du programme social du gouvernement, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle demeure un engagement réalisable dès le 1er octobre 2019. La poursuite de la vaccination des enfants et des femmes enceintes devra être maintenue, tout comme le maintien de la gratuité ciblée. Pour la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle, 562 établissements sanitaires ont été retenus pour bénéficier des installations techniques indispensables. Sur cet effectif, l'équipement et la réhabilitation de 301 ESPC et l'équipement de 50 centres de santé des armées est en cours. Aussi, 86 ESPC pour la première phase sont sélectionnés et 195 établissements sanitaires publics de premier contact pour la seconde phase, avec un budget de 15 milliards déjà disponible. De façon pratique,
En matière de couverture maladie universelle, il faut poursuivre les actions de réhabilitation, de construction et équipement des établissements sanitaires pour améliorer l'offre de soins pour la mise en œuvre généralisée de la couverture maladie universelle. Dans le cadre des perspectives, l'intensification des actions de vaccination couplée à la communication en vue de rattraper les enfants non vaccinés. La poursuite de la formation des agents d'accueil dédiés à la couverture maladie universelle, nous en avons déjà formé environ 1600. La poursuite des missions de contrôle de la mise en œuvre de la gratuité ciblée et l'atteinte de l'objectif des 3,90 dans la réponse nationale au VIH/SIDA vont demeurer une priorité pour mon département. Le ministère de la Santé s'engage au niveau de la couverture sanitaire universelle à atteindre les 3 objectifs que sont rendre disponibles les soins de santé de qualité sur toute l'étendue du territoire, réduire l'exposition aux risques de santé par la promotion et la prévention, réduire les risques financiers liés à la maladie en offrant la santé par la couverture maladie universelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre vision qui découle du plan national de développement sanitaire, lui-même arrimé au plan national de développement, est une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien doit pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité dans sa région. Spécifiquement parlant, pour le gouvernement, une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie et où chaque personne naît en bonne santé et vit une sexualité et une reproduction saine. Nous tenons ici à rendre hommage à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision d'un système de santé intégré, performant, responsable et efficient, garantissant un état de santé optimal pour soutenir la croissance et le développement durable du pays vers l'émergence. Nous tenons à remercier chaleureusement son Excellence le Premier ministre qui nous a donné l'occasion de présenter la situation sanitaire et de partager avec vous, avec le public et la presse, nos principaux résultats. J'invite le monde de l'information et de la communication à continuer de véhiculer nos messages, car il y va de la vie de la population, afin de ne pas rendre vains les efforts de financement et d'engagement que fournissent le gouvernement et les partenaires. Je vous remercie. La première question, c'est de savoir est-ce que le CHU de Yopougon sera bel et bien fermé le 1er novembre pour réhabilitation et qu'adviendra-t-il des malades? Deuxième préoccupation, c'est dans la gouvernance des centres hospitaliers universitaires. Comment garantir justement la maintenance et l'entretien des bâtiments et des équipements? Il y a quelques mois, vous lanciez plusieurs opérations, parmi lesquelles l'identification des acteurs de la santé et la fermeture des cliniques clandestines. À quel niveau se situent aujourd'hui ces opérations? Concernant la première question, je confirme sous l'autorité de son Excellence le Premier ministre, avec qui nous avons eu une séance de travail. Et sur ce point, soyons clairs. Aujourd'hui, le CHU Yopougon nous pose beaucoup plus de problèmes en fonctionnant dans l'état où il est que si nous le fermons. Il vaut mieux le fermer et trouver la solution dans la mesure où il est déjà prévu de réhabiliter cet établissement. C'est faute de ne l'avoir pas fermé d'ailleurs que nous avons tous ces problèmes. Et sur ce point, un comité de pilotage a été mis en place qui comprend tous les acteurs et ce comité de pilotage est présidé par le directeur du cabinet adjoint, Soro, qui est lui-même professeur en service dans cet hôpital pour faire en sorte que les patients soient traités au mieux après cette fermeture. Nous avons effectué une tournée dans la zone de Yopougon à l'effet de vérifier l'existence des services à même de recevoir les patients dans le sens de la continuité des services. Il y a aujourd'hui la formation sanitaire urbaine Ouassakara qui va pouvoir justement venir au secours. Il y a également l'hôpital Yopougon-Atié
Mais nous restons dans un périmètre plus important. Vous savez qu'il n'y a pas que la population de Yopougon qui fréquente le CHU Yopougon. Des malades viennent de Grand Laou, de Dabou, donc on prend tout le Grand Abidjan et tous ces établissements ont été explorés et nous sommes le ministère est en train de renforcer la capacité de ces établissements en termes d'équipement et même en termes de construction pour leur permettre donc d'assurer la continuité du service. Donc je voudrais vous dire que nous sommes conscients que ça ne sera pas facile, mais il vaut mieux, comme je le dis, le faire maintenant en sachant que dans 3 ans, puisque c'est le temps que va durer les travaux du CHU, on pourra mettre au service de la population des services beaucoup plus performants. En ce qui concerne la garantie de la maintenance des équipements, ce qu'il faut noter, c'est que pour tous les nouveaux établissements en construction, les établissements qui existaient avant, nous avons l'assurance, conformément au contrat signé, que ces établissements seront maintenus au moins pendant 7 ans. Et je crois que d'ici 7 ans, nous aurons le temps de prendre d'autres dispositions. En ce qui concerne les cliniques, la directrice des établissements et prestations sanitaires est aujourd'hui en train de faire l'immatriculation. Il faut qu'on sache d'abord combien de cliniques existent. C'est là qu'on repère les cliniques clandestines. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de mener sa lutte. Il faut donner la possibilité à la population, parce que c'est tout de même une partie de la population qui fréquente ces cliniques. C'est souvent un désespoir de cause. C'est la raison pour laquelle l'avènement de la couverture maladie universelle va permettre aux couches les plus vulnérables d'avoir accès aux soins de santé. En ce qui concerne, par contre, les médicaments, il y a 2 mois, nous sommes allés signer la convention Medicrim, qui fait que maintenant, notre lutte va être facilitée parce qu'on considère que ceux qui vendent ces médicaments sont des criminels et donc s'exposent à des sanctions encore plus dures. Je voudrais savoir un peu quelle est la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire pour éviter la contamination aux maladies dites évitables. Nous avons constaté depuis plusieurs mois dans les hôpitaux de Sotra qu'il y a des vendeurs qui vendent des médicaments. Principalement, il y a 2 médicaments, le Mandragore et Imublid. Et ils vendent ces médicaments, surtout nos femmes qui sont dans les autobus, s'arrachent ces médicaments. Qu'est-ce que le ministère de la Santé fait pour mettre fin à ce phénomène dans les autobus de Sotra? Vous parlez de la couverture vaccinale. Je crois que c'est le domaine qui ne doit même pas souffrir de débat. Aujourd'hui, le pentavalent, c'est plus de 90% de la couverture. La rougeole, le rubéole, c'est plus de 90%. Donc ça se passe excellemment bien. Et avec les mesures, il y a à peu près 15% d'enfants qu'on n'arrive pas, ou de femmes, et de 17%. Mais avec les mesures qui ont été prises en Conseil des ministres, à savoir que maintenant la vaccination, les cibles de vaccination sont obligatoires, et que le parent qui ne fait pas vacciner son enfant s'expose à des sanctions allant de 50 000 à 300 000 et peut même aller en prison. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que les districts se rapprochent des populations. D'ici, de même, les régions sanitaires, nous en avons créé beaucoup pour que ça se rapporte. Le ministère de la Santé est conscient qu'il doit être au service de la population. Le ministère de la Santé est dans les dispositions pour répondre d'abord à l'attente placée en lui par les autorités, les plus hautes autorités de ce pays. Et tout ce qu'il peut faire pour améliorer la santé des Ivoiriens, il faut le faire. Mais il faut aussi, je pense que la santé, sur certains angles, ne doit pas être l'affaire d'une seule partie de la population, même si c'est le choix que nous avons fait. Moi, je suggère, ce que vous venez de dire qui est important, je suggère que quand il y a des préoccupations de ces gens, nous pouvons être joints à tout moment. Je crois qu'il est bon que cela doit porter à notre connaissance, parce que lorsqu'on le dit comme ça, je veux bien que ça soit vrai. Il faut nous le signaler. Si nous sommes capables de descendre sur les places du marché, si nous sommes capables d'aller fermer les bus, ce n'est pas dans des cliniques, ce n'est pas dans les bus que nous ne pouvons pas monter.
Dans les marchés, là, moi, je suis allé avec des bottes. Mais au moins, dans le bus, le bus va m'envoyer quelque part gratuitement. Donc, il faut nous signaler ces cas. Je pense que c'est plus positif. Ça fait moins sensationnel et ça nous permettra d'apporter les solutions. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Diarra. Vous aviez parlé de la vitamine B1. Je crois savoir que c'est peut-être une carence en vitamines, mais c'est quoi exactement pour les populations? Vous insistez sur la réforme hospitalière qui implique le relèvement des plateaux techniques. L'hôpital d'Abobo Nord a été inauguré en grande pompe, tout comme le CHU d'Angré. Mais les deux ne fonctionnent pas normalement. Qu'est-ce qui se passe? Vous parliez tout à l'heure de 562 établissements qui avaient été retenus pour ce projet et 15 milliards déjà disponibles. Mais depuis plusieurs mois, ce projet n'est pas encore mis en œuvre. Qu'est-ce qui coince, monsieur le ministre? Et que répondez-vous à ceux qui estiment que ce projet est irréaliste et irréalisable dans sa formulation actuelle? La première question relative à la maladie qualifiée de mystérieuse par ceux qui ne sont pas les experts. Je ne sais pas, on n'est pas expert et puis on qualifie une maladie alors qu'on ne connaît pas la maladie. Demandons un peu aux experts. Non, il ne s'agit pas d'une maladie mystérieuse. Nous avons quand même dans ce pays, nous avons au niveau du ministère des compétences. Savez-vous qu'au dernier concours d'agrégation CAMES, la Côte d'Ivoire seule a eu près de 45 à 50 agrégés. Attention, c'est des vraies valeurs qui sont au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des vraies valeurs. Des vraies valeurs. Et je m'avais dit qu'il faut qu'on fasse attention. Je crois savoir que même, on connaît les formations. Le tronc commun, je crois, quand on voit comment les gens s'inscrivent au tronc commun de médecine des facultés, c'est incontestablement les meilleurs Ivoiriens qui sont formés là-bas, qui s'inscrivent, donc qui sortent, qui sont capables. Donc on doit faire attention pour avancer certains arguments. Ce sont des cadres, des hauts cadres qui sont là-bas. Et moi, quand je sors, depuis que je suis à moi, je suis que modeste docteur en pharmacie. Mais quand je sors avec eux, je suis fier quand ils font leur présentation. Donc on doit faire attention pour qualifier certaines choses. Parce que ça fait peur à la population. Je vous assure que dit comme ça fait peur. Et ça tue plus que si on n'avait pas soigné. Moi, j'étais à Yérité, j'ai vu, les parents étaient malheureux de savoir qu'on dit la maladie est imaginaire, c'est-à-dire mystérieuse. Donc, on ne pourra pas les soigner. Chers frères, je vous invite à éviter certaines déclarations. Donc, ce n'est pas une maladie imaginaire. L'investigation qui a été faite, c'est qu'on est dans un cas de malnutrition due on a dit, de manque de vitamine B1, la thiamine. Et ça, c'est dû un peu à l'alimentation dans la zone. Je voudrais vraiment profiter encore de l'occasion qui m'est donnée pour présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées. Parce qu'il y a eu quand même tout de même 13 morts, je crois, au total maintenant. Il y a eu 11, 12. Je présente mes condoléances. Mais c'est une situation qui est aujourd'hui parfaitement sous contrôle. Il y a 300 malades, mais 300 malades en bon état. Le directeur du programme de nutrition est là-bas avec son équipe, puisque maintenant on sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit pour alimenter les parents avec les micronutriments. Mais on a poussé les investigations au loin. Toutes les analyses ont été faites ici, à l'ANADA, au Laboratoire national de santé publique. On a même été un peu plus loin pour confirmer. Je ne vous dirai pas où on avait envoyé les prélèvements, mais on a été un peu plus loin pour confirmer. Et en fait, on a trouvé que ce qu'on a fait ici, là même, on n'a pas besoin d'aller loin. Donc les compétences sont là. Les compétences, donc c'est un problème de malnutrition, d'avitaminose B1, comme vous l'avez dit. Et il s'est trouvé que, comme les parents avaient peur, ils ne sortaient pas. Parce qu'il y avait d'abord Yérétiré, mais quand nous sommes allés, il s'est trouvé le sous-préfet de Sirasso, lorsqu'on était à Korogo, nous a appelé le secrétaire général plutôt, qui assurait l'intérim du préfet de Korogo, que il y a des cas bizarres aussi ici, ça doit être également peut-être la même maladie qu'il y a à Yérétiré. Donc on s'est arrêté là, et
les parents, on en a vu. Et après, on leur a dit que la même équipe va monter. Donc aujourd'hui, effectivement, ça part de Sirasso qui dépend de Korogo jusqu'à Diarra qui dépend de Makono. Donc nous sommes allés en toute responsabilité. Et ça nous a permis de savoir que nous étions sur le bon chemin lorsque nous avions décidé de réformer les régions sanitaires et les districts sanitaires. Parce que à Diarra dépendait du point de vue de l'organisation des districts de Mankono. Or, Diarra est un chef-lieu de département. Donc, séance tenante, nous avons, avec l'accord sur instruction du Premier ministre, Diarra a été érigé en district sanitaire pour qu'il y ait un responsable du district, pour qu'il soit touché rapidement, parce qu'il faut souvent transformer les problèmes en opportunités pour régler le problème. De même, on a érigé, sur instruction du Premier ministre, le centre de santé urbain de Diarra en hôpital. Mais nous étions déjà dans cette logique. Vous avez dit, Ingré est ouvert depuis, à Bobo aussi, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Comment vous pouvez dire que ça ne fonctionne pas? En toute chose, il faut, surtout pour le début, bon, à la rigueur, vous pouvez parler d'Ingré, mais à Bobo, on a inauguré il n'y a pas longtemps, et puis on essaie de tirer les leçons du passé pour mieux faire. On ne veut pas nous précipiter. Ça, vous pouvez critiquer. Moi, c'est mon tempérament d'ailleurs, je ne suis jamais pressé. Mais j'arrive toujours où je dois arriver. À Bobo, c'est l'hôpital qui a les équipements de dernière génération. Les équipements qui sont à Bobo, on ne les a pas à Cocody et à Trècheville. Et ça, je crois que nous devons en profiter pour rendre hommage au président de la République et au Premier ministre. Parce que quelqu'un d'autre aurait donné sa préférence d'abord à Cocody, peut-être à Cocody, à Trècheville. Mais voyez-vous, regardez où il nous a dit de mettre cet équipement d'abord. Ça dit qu'il pense aux personnes les plus vulnérables. Concernant Ingré, c'est vrai, il y avait quelques dysfonctionnements, mais je puis vous assurer qu'au plus tard, novembre sera fonctionnel. La couverture maladie est plusieurs fois reportée. Non, avec le président Alassane, on ne reporte rien. Hein. Lui, quand il dit, il fait. C'est le slogan. Quand il dit, il fait. Quand il dit, et puis on n'est même pas, ce n'est pas une affaire de 15 milliards, hein, comme j'ai cité 15 milliards ici. Mais le programme présidentiel, c'est 833 milliards. Ce n'est pas 15 milliards. Donc, ce n'est pas 15 milliards, pas sortir. Le président de la République, dès qu'il a pris fonction de 2011 jusqu'en 2017, déjà de gros efforts avaient été faits. Le budget du ministère est passé de 105 milliards à plus de 415 milliards aujourd'hui. Vraiment, rendons hommage au président de la République pour son leadership, pour son engagement de la santé. La couverture maladie universelle, on a dit que c'est le 1er octobre, là, ça arrivait, hein. Ce n'est pas pourquoi on doute encore. C'est acté. On va ouvrir la couverture maladie commence, mais bien sûr, pas sur toute l'étendue du territoire. Hein. On va commencer progressivement. Comme l'avion, là, il faut décoller. La vitesse de croisière, ce sera après. D'ailleurs, dans aucun pays du monde, on a réussi à démarrer en généralisant la couverture maladie universelle. Donc, vous pouvez faire confiance au ministère de la Santé, au ministère de la Protection sociale, puisque la tutelle de la couverture maladie universelle, c'est le ministère de la Protection du Territoire et de la Protection sociale. Mais surtout, faites confiance au Premier ministre qui suit de près, sous l'autorité du président de la République, ce projet qui est pour eux un projet majeur. Monsieur le ministre, certainement que vous vous êtes rendu compte qu'il y a une utilisation abusive des herbicides, des produits phytosanitaires de toutes sortes qui est en train d'impacter négativement la santé des jeunes applicateurs, je veux dire des acteurs du monde agricole. Est-ce qu'il y a une stratégie de sensibilisation ou de lutte contre ces herbicides de mauvaise qualité? La loi anti-tabac qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on pourrait s'attendre dans la prochaine loi des finances à une taxation forte des produits du tabac? Concernant la polémique sur les 120 000 au niveau des eaux forêts, Monsieur le ministre, est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas de laboratoire public pour faire ce genre de visites médicales? Ici, plus qu'ailleurs, le ministère de la Santé n'est pas seul dans le programme de pesticides. Donc, je suis content que vous nous posiez la question. Mais à l'occasion aussi, il faut poser ça là-bas aussi. Hein.
les pesticides là-bas. Il y a une tutelle pour ça, de façon spécifique. Nous, on doit traiter les problèmes, vous voyez, quand ça surgit. Mais nous sommes formés, nous sommes organisés, les dispositions sont en place, les instruments, les outils sont en place et les équipes, les compétents sont en place. D'ailleurs, depuis que je suis venu, c'est l'un des rares services où les responsables vont en mission jusqu'en Australie. Là, il y a eu une mission en Australie. Le professeur Bernier n'a pas pu partir parce qu'il y avait retiré. Et j'ai aimé sa décision. Tout était prêt pour partir. Et puis la veille, il dit, c'est le ministre, si je vais, à cause de retiré, parce que quand la question purement technique va être posée, il n'a pas dit, mais j'ai compris, j'ai lu dans ses propos. Il faut qu'il réponde. Et s'il se trouve en Australie, il ne pourra pas répondre. Et puis, il n'est pas parti, il ira pour une autre mission. Voyez, donc, on est préparé, je peux vous dire qu'on est préparé. Bon, la loi anti-tabac, oui, la loi a été adoptée en Conseil des ministres, ça a été voté. L'Assemblée nationale, je remercie d'ailleurs les parlementaires, c'est passé, nous attendons sa promulgation. C'est plus de 5 000 morts par an. On ne peut pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Parce que même si vous ne fumez pas, que votre voisin fume, il pollue l'environnement. Et vous êtes condamné. Donc, vous pouvez faire confiance à la clinique Farah. Cette clinique avait été approchée pour la réalisation de ce bilan, comme d'autres établissements publics et privés. C'est un choix que le ministre des Eaux et Forêts, certainement, a fait. Aujourd'hui, à Abidjan, avec la fermeture annoncée du CHU Yopougon, avec le fonctionnement d'engrais, comme on l'a dit, qui n'est pas total. À Cocody aussi, il y a quelques problèmes, on a des laboratoires. Donc, nous sommes en dessous de nos capacités. Si les mêmes Ivoiriens, si les laboratoires publics s'étaient engagés à faire ça, c'est au moins pendant une semaine, ces laboratoires n'allaient pas pouvoir recevoir d'autres Ivoiriens malades. Ça aussi, il faut voir la chose. Je défends personne, mais j'estime, dès lors qu'on est arrivé finalement à un tarif qui correspond à une proposition faite dans le public, on doit faire attention pour bien regarder et ne pas tout de suite condamner. Parlant toujours de la fermeture de certaines cliniques clandestines, qu'en est-il des cliniques dites chinoises? La deuxième préoccupation, lorsque nous partons dans nos villages, dans certains hôpitaux ou centres de santé, les ambulances sont immobilisées. Et tout récemment, ça a défrayé la chronique avec le décès d'une dame, à qui incombe l'entretien ou la réparation des ambulances. Est-ce au ministère ou aux responsables des centres de santé? La fermeture des cliniques chinoises, oui, tout le monde est concerné. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Sassandra, on en a fermé là-bas. Il faut suivre, on a fermé. Ce n'est pas dirigé contre une nationalité, encore moins contre une couleur, plutôt que d'autres. Donc, tout le monde est concerné. Vous savez que souvent, il y a des centres de santé qui bénéficient de dons d'ambulance. Si ce n'est pas dans le patrimoine du ministère, si ça n'a pas été fait comme tel, souvent quand les centres de santé bénéficient, bon, s'ils gèrent ça seuls, la prise en charge se fait sur place. Mais dedans, il y a un budget. Chaque établissement a un budget pour faire face. Quand ça dépasse sa capacité, si le ministère sollicité, intervient. Mais je crois que c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas longtemps, une dame est décédée, vous voulez parler de Yahoo. On a fait les investigations. En tout cas, moi, mon passage, ça me permet de dire que le personnel de santé veut faire son travail et il sait de faire le travail. Mais il y aura toujours quelques erreurs, il y aura toujours quelques négligences. La seule difficulté ici, c'est que comme on travaille sur l'homme, c'est tellement sensible, un seul cas pose problème. Mais évitons de généraliser. Dans la politique de gratuité ciblée, pourquoi pas de gratuité au niveau des produits sanguins pour le couple mère-enfant, quand on sait que l'une des causes du décès des mères, c'est l'hémorragie?
Sur les réseaux sociaux, les internautes nous remontent le manque de produits sanguins. Qu'est-ce que le ministère fait dans ce sens? Au niveau de la gratuité ciblée, c'est gratuit. C'est-à-dire, ne prenons pas toujours quelques cas isolés. Avant, chacun se rendait au Centre national de transfusion sanguine pour prendre son produit. Et puis, quand ils prennent, ils s'en vont vendre. Ils s'en vont vendre. Souvent, ils disent qu'ils ont des cas. Pas... Maintenant, on ne fait plus ça. Là où, si vous êtes au CHU Cocody, il revient au CHU Cocody de s'adresser au Centre national de transfusion pour demander d'être approvisionné en produits sanguins. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a un déficit en produits sanguins. Ça, c'est une réalité. Je crois que nos besoins, c'est 230 000 par an. Or, nous sommes à 170 000 poches aujourd'hui. Il y a un déficit parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'on fait. On essaie de communiquer au maximum. Le directeur le fait. Il y a l'organisation de journée mondiale, de produits sanguins, tout ça. On a même dit maintenant de décentraliser pour que dans les régions où il y a les antennes, également, eux aussi, ils fassent leur journée, de ne pas attendre une fois l'an, tout ça. Et on y est. Et puis également, il y a beaucoup de sociétés citoyennes également qui aident. Les kits pour les accouchements, c'est plus de 326 000, je crois, qui ont été mis à disposition des centres de santé par la nouvelle PSP. Les kits pour les césariennes, c'est 25 000 qui ont été utilisés. Donc, ça circule. Le travail se fait. On y est. On veut même arriver à une gratuité totale de ce produit sanguin. Ce n'est pas encore acquis, mais c'est une question de temps. On a besoin de 230 000 poches. Aujourd'hui, on n'a que 170 000 poches. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour traduire toute notre reconnaissance aux représentants résidents de l'OMS, qui nous soutient beaucoup. Nous soutient beaucoup. Et vous, la Côte d'Ivoire a cette chance, grâce au leadership du président de la République, d'être fortement soutenu dans toutes ces activités, ces actions par l'Organisation mondiale de la santé et bien entendu par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Notre produit sanguin est de meilleure qualité, inattaquable. Donc il faut de temps en temps le dire. En raison de l'engagement total de son Excellence le Président de la République et de son leadership en matière de politique de santé. Et cela est admiré par la communauté internationale. Et en considération de ce que le président est fondamentalement partisan, de ce que la santé est un investissement donc rentable et non un coût. Le président est partisan de ce que la santé est un investissement rentable et non un coût. Et entendu que ne pas investir dans la santé coûte plus cher à la communauté que d'y investir. Parce que c'est là qu'on construit le capital humain, qu'on bâtit le capital humain. La santé étant en effet, avec la mise à disposition du capital humain, la santé, de ce fait, est le moteur de la croissance économique. Nous estimons que l'avènement de la couverture maladie universelle, qui vient couronner les efforts du gouvernement, tous les efforts qui ont été faits, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la couverture maladie universelle, nous estimons que l'espoir est permis pour l'accès à la couverture maladie universelle, définie comme un système de santé intégré, performant, responsable et efficient, garantissant le bien-être. Quand on sait que sous Félix Houphouët-Boigny, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui, à l'image du chef Félix Houphouët-Boigny, ont conduit la Côte d'Ivoire au miracle économique, je ne peux penser qu'alors que l'économie de la Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance de 8% à peu près depuis 2012, je ne peux penser que ceux des Ivoiriens exerçant dans le secteur de la santé ne peuvent être associés à ce deuxième miracle économique. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers frères et sœurs, à espérer à l'avènement d'un système de santé performant au bénéfice de la société ivoirienne. Je vous remercie.